Dans ce tutoriel, on va voir comment créer un mini-projet en utilisant HTML, CSS et PHP. Donc, tout d'abord, il faut avoir les logiciels nécessaires pour créer ce mini-projet. Il faut avoir un navigateur, un éditeur de code comme Notepad, et il faut avoir un logiciel qui contient le serveur web Apache et le système de gestion de base de données MySQL. Dans mon cas, j'utilise le logiciel XAMPP. Je vous conseille de l'utiliser. Il existe d'autres logiciels comme EasyPHP comme WAMP Server, qui effectuent pratiquement les mêmes tâches que ce logiciel-là. Donc, on va débuter par notre code HTML au début. Par la suite, on va mettre en forme notre document HTML en utilisant le CSS. Et par la suite, nous allons créer une base de données dans MySQL et créer une table. Par la suite, on va envoyer les données à cette table et on va les récupérer en utilisant le langage PHP. Donc, tout d'abord, il faut créer un dossier dans le dossier htdocs qui existe sous le dossier XAMPP. Bien sûr, dans le cas où vous utilisez le logiciel XAMPP que j'utilise. Il faut aussi s'assurer que l'Apache et MySQL sont bien démarrés. Ceci est nécessaire pour pouvoir par la suite exécuter un code PHP, mais pas pour HTML. La première partie de cette vidéo, où on va créer notre document HTML et notre feuille de style CSS, cela ne nécessite pas un logiciel comme XAMPP. Mais tant que par la suite on va utiliser le PHP, donc dès le départ, je vais héberger tous mes fichiers dans le dossier htdocs du logiciel XAMPP. Donc, à noter que si vous utilisez EasyPHP ou WAMP, vous devez héberger vos fichiers dans le dossier qui s'appelle www, contrairement à XAMPP, où on doit héberger nos fichiers dans le dossier htdocs. Voilà, ici j'ai créé un nouveau dossier qui s'appelle projet dans le dossier htdocs, dans lequel je vais créer mes fichiers. Donc, je vais créer un document texte ici, dans ce dossier-là. Je vais l'appeler index. Et ici, je dois changer l'extension à HTML. On fait clic droit maintenant sur ce fichier-là. Par la suite, on clique sur Edit with Notepad. Voilà, on ouvre ce fichier-là avec l'éditeur de code Notepad. Voilà donc. Ici, je vais saisir mon code HTML. Tout d'abord, il faut préciser le type de ce document-là en utilisant la balise doctype. Donc, doctype, ici, il faut mettre HTML. Par la suite, il faut ouvrir la balise HTML. Par la suite, il faut ouvrir la balise head. Au niveau de la balise head, il vaut mieux mettre un titre pour votre document. Donc, title. Ici, le titre, je vais mettre inscription et je vais fermer cette balise. Au niveau de la balise head, il vaut mieux aussi ajouter la balise meta char7 est égal UTF-8C. L'encodage
Et ici, je ferme head. Par la suite, il est temps maintenant de créer la balise body. Donc, on ouvre la balise body. Ici, on va mettre le code HTML nécessaire pour faire l'affichage des éléments visuels comme ici. Donc, je vais fermer la balise body. Je vais fermer les balises que j'ai ouvertes. Donc, par la suite, je ferme la balise HTML. Je ferme le document. Voilà. Maintenant, il est temps de s'occuper de nos éléments visuels. Donc, ici, d'après cette page-là, ici, nous avons une en-tête et par la suite, nous avons un formulaire et un bouton. Donc, il vaut mieux mettre cette barre de navigation dans header, dans la balise header. Donc ici, je vais créer la balise header. Je ferme la balise header. Et à l'intérieur de cet élément-là, je vais créer un élément nav. Je ferme l'élément nav. Il faut le fermer. Donc, une balise de fermeture. À l'intérieur de nav, il faut créer une liste. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai une liste qui contient 3 éléments. Pour créer des listes en HTML, on utilise la balise UL pour dire un ordre de liste. Donc, j'ouvre la balise UL maintenant. Je ferme la balise UL. Et maintenant, il est temps de créer les éléments qui existent au niveau de cette liste. Ces éléments-là doivent être créés avec la balise LI. Donc, j'ouvre la balise LI. Donc, le premier élément ici, c'est Home. Donc, j'écris Home. Je ferme la balise LI. J'ouvre notre élément LI. Donc, le deuxième élément, c'est News. Je ferme la balise LI. Et finalement, un autre élément, LI, qui affiche Contact. Et je ferme la balise LI. Voilà, nous avons terminé notre barre de navigation. Il reste par la suite la mise en forme avec CSS. On va voir ça par la suite. On va passer maintenant pour créer notre formulaire HTML. Donc, pour pouvoir créer un formulaire en HTML, il faut utiliser la balise form. Donc, on ouvre la balise form. Ici, on ferme la balise form. À l'intérieur de ce formulaire-là, nous avons un label qui contient nom et une zone de texte. Donc, je dois créer une balise de type label. Le label contient le mot nom. Je ferme la balise label. Devant le label, il existe une zone de texte où l'utilisateur doit saisir quelque chose. Il s'agit d'une balise input. Et ici, le type doit être text input
type est égal texte. Type est un attribut de la balise input. Ici, il vaut mieux mettre un placeholder, bien que ce n'est pas nécessaire. Donc, le placeholder, par exemple, votre nom ici. Donc, on ferme la balise input. Et ici, il faut faire un retour à la ligne. Pour faire un retour à la ligne, il faut utiliser la balise BR. Voilà. Pratiquement, on va répéter la même chose maintenant. Donc, nous avons un label qui contient le mot prénom et devant lequel il y a une zone de texte éditable. Donc, pratiquement, on va faire copier-coller. Donc, je vais copier ça. Je vais le coller ici. Je mets prénom. Ici, c'est la même chose, sauf qu'il faut modifier le placeholder. Donc, votre prénom ici. Et bien sûr, il faut faire un retour à la ligne par la suite. Par la suite, nous avons un label qui contient le mot tel. Donc, pratiquement la même chose. Donc, je vais faire copier-coller. Ici, on met le mot tel. Normalement, le numéro de téléphone doit être de type numérique. Donc, ici, au niveau de l'input type, au lieu de mettre texte, il vaut mieux mettre number. Et ici, le placeholder, votre numéro de téléphone, ici. Par la suite, nous avons un label qui contient le mot email et une zone de texte éditable pour insérer son mail. Donc, on fait copier, coller aussi. Ici, on met email. Ici, l'input type, ça pourrait être texte, mais ça existe, le type email. Et ici, votre mail, ici. Par la suite, nous avons deux boutons radio. Donc, l'utilisateur doit sélectionner une de ces options et pas les deux à la fois. Donc, ici, le travail va être un peu différent. Donc, je vais faire copier-coller pour ne pas perdre le temps. Ici, je vais mettre le mot sexe. Et maintenant, normalement, chaque bouton radio doit être mis dans un élément de type radio. Donc, ici, tout d'abord, j'enlève ça, j'enlève le placeholder. Ici, l'input type doit être radio. Et ici, je dois ajouter un nom. Je dois ajouter un nom à cette balise-là. Donc, name est égal gender, par exemple. Et en même temps, il faut ajouter un attribut value. Donc, la valeur envoyée par la suite à la base, elle va être quoi? Ici, je vais mettre on. Et pour l'affichage maintenant, donc, à noter que cette balise ne va créer que le bouton radio. Le texte, c'est à nous de le créer maintenant. Vous pouvez écrire ici, par exemple, home après avoir fermé la balise input. On va répéter la même chose avant le BR, bien sûr. Je vais copier ça et je vais le coller. Ici, le type doit être radio aussi. Il faut faire attention. Il faut garder le même nom ici. Il faut garder le même nom. Les deux boutons radio, homme et femme, appartiennent à une même catégorie. Ici, l'utilisateur ne doit cocher qu'une seule
radio button parmi ces deux. Donc, il faut donner le même nom à ces deux balises input type pour permettre à l'utilisateur de sélectionner une seule d'elles. Donc ici, juste, je vais changer la value. Donc le value ici, c'est femme. Et bien sûr, le texte doit être modifié. Ici, il faut mettre femme. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il reste un bouton qui affiche valider. Donc, après le BR ici, je vais ouvrir une nouvelle balise input. Le type ici, il va être de type submit. Input type égale submit. Input type submit. Ici, le value, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il doit afficher ce bouton-là. Ici, il doit afficher valider. Et on ferme cette balise. J'enregistre. Et je vais tester mon fichier index.html. Je fais faire 2 clics. Il va s'afficher dans le navigateur. Voilà comment mon document apparaît. Donc ici, il manque quelque chose. Ici, il faut ajouter ce cadre-là. Il faut ajouter aussi cette légende. Ceci s'effectue en utilisant la balise field7. Donc ici, au niveau de ce code XML, après la balise form, ici, il faut ajouter une balise qui s'appelle field7. Voilà, c'est la balise field7. Il faut la fermer ici, avant la fermeture de la balise form. Donc je forme le field7 maintenant. Voilà, field7. Et pour ajouter une légende, il faut créer une balise legend. Ici, il faut afficher le mot inscription dans la légende. Donc, legend, inscription. Et je ferme la balise legend. J'enregistre. Je vais faire un rafraîchissement pour ce fichier-là. Voilà. C'est ce que j'obtiens pour le moment. Maintenant, il reste la mise en forme de ce fichier-là en utilisant le langage CSS. Donc, pour faire la mise en forme de notre code HTML, il faut utiliser le langage CSS. Il faut noter qu'il existe trois types de l'insertion de code CSS dans un document HTML. Il y a l'inline CSS, inline CSS, il y a internal CSS, ou il y a l'external CSS. L'inline CSS, c'est-à-dire on effectue la mise en forme de l'élément ici au niveau de la balise en utilisant la balise style. On va prendre un exemple. Ici, par exemple, pour ce label-là, je vais créer une bordure. Donc, j'utilise l'attribut style égale. Et ici, je dois saisir le code CSS souhaité. Donc ici, j'ai dit que je vais créer une bordure pour ce label-là. Donc, j'utilise la propriété border. Border, 2 points. Ici, je dois préciser tout d'abord l'épaisseur de cette bordure-là, par exemple 1 pixel. Je dois préciser quelle est la nature de cette bordure. Est-ce que c'est une ligne continue ou discontinue ou autre? Donc, je vais mettre solide, c'est-à-dire ligne continue. Et finalement, il faut préciser la couleur. Il faut préciser la couleur de cette bordure-là. Je vais utiliser black, c'est-à-dire noir. J'enregistre. Vous allez voir le résultat maintenant pour le premier label qui contient le texte non. Donc je vais rafraîchir et voilà. Comme vous pouvez
voir ici, la balise non est devenue entourée par une bordure. Or, ce n'est pas le travail souhaité dans notre cas. C'est juste pour vous faire comprendre c'est quoi les lines CSS. Notre travail consiste à créer cette interface de cette manière-là. Donc, ici, je vais enlever ça. Je vais créer maintenant un code CSS internal, c'est-à-dire un code interne. Généralement, il faut créer le code CSS au niveau de la balise head. Ici, c'est-à-dire, donc avant la fermeture de head. Et il faut ouvrir une balise style. Il faut ouvrir une balise style. Il faut la fermer par la suite, bien sûr. Et au niveau de cet élément style, il faut créer son code. Il faut créer son code CSS. Donc, pour pouvoir mettre en forme mon document HTML, je dois utiliser les sélecteurs. Par exemple, si je veux appliquer une mise en forme pour tous les labels, pour toutes les balises labels qui existent dans le document. Dans ce cas-là, j'utilise le sélecteur de balises. Par exemple, ici, je vais maintenant taper un code dans Style qui me permet de mettre en forme les labels dans ce document HTML-là. Dans ce cas-là, j'utilise le nom de la balise. Donc ici, j'utilise label. J'ouvre une accolade et je la ferme. Et ici, je dois préciser c'est quoi la mise en forme souhaitée. Je vais attribuer un width, c'est-à-dire une largeur de 20% pour les labels. Donc ici, j'utilise l'attribut width. Donc, 2 points. Ici, je mets 20%. Je veux que les labels soient affichés d'une manière alignée et en mode bloc aussi. Dans ce cas-là, j'utilise la propriété display, 2 points, inline, bloc, point virgule. Je veux aussi que le texte soit aligné à gauche, c'est-à-dire le texte des labels, je veux qu'il soit aligné à gauche. Dans ce cas-là, j'utilise la propriété text align, voilà, il est apparu. Donc text align, 2 points, je mets left, point virgule à la fin. J'enregistre. Donc vous allez voir le résultat maintenant. Donc je vais rafraîchir ce document-là pour voir le résultat de la mise en forme des labels avec CSS. Et voilà, vous voyez le résultat. Je vais m'occuper maintenant de l'élément body, celui-là. Donc, le body par exemple, je veux qu'il occupe un width est égal à 50% par exemple de la page tout entière. Donc ici, je vais mettre width 2 points 50%. Point virgule. J'enregistre. On fait rafraîchir ici. Et voilà le résultat. Je veux que tous les textes
qui existent dans ce document-là, c'est-à-dire tous les éléments au niveau de l'élément body, je veux que ces éléments-là aient la police Arial. Dans ce cas-là, je dois utiliser la propriété font family. Donc, j'utilise police Arial, donc je tape son nom. Arial. Vous allez voir que tous les textes qui existent ici dans ce document-là vont avoir la police Arial. Je fais rafraîchir. Voilà, vous voyez, la police de couleur a été modifiée. Maintenant, je vais ajouter un margin pour l'élément body. Donc, le margin, c'est l'espacement externe. Donc ici, je vais mettre margin, 2 points, et non pas point virgule, 2 points. Je vais mettre par exemple 5px et auto, point virgule. Cela veut dire qu'il y aura un espacement externe pour l'élément body dans la partie top et dans la partie bottom, c'est-à-dire le haut et le bas, un espacement externe de 5 pixels. Et ici, l'espacement va être automatique. Cela va centrer les éléments qui existent au niveau de cet élément body. Et vous allez voir le résultat. Donc, j'enregistre ici. Je fais rafraîchir le document et voilà. C'est le rendu. Je vais maintenant ajouter une couleur de background. Je vais ajouter une couleur de background à mon élément. Donc, ici, je vais utiliser la propriété background. Je peux aussi utiliser background color. Avec la propriété background, je peux mettre une image de background et non pas une couleur aussi. Donc, ici, je vais utiliser la couleur en hexadécimal. Donc, dièse, par exemple, F4, F7, F8, point, virgule. Je vais ajouter aussi un espacement externe, plutôt un espacement interne. Le margin, c'est l'espacement externe. Le padding, c'est l'espacement interne. Donc, je vais ajouter un espacement interne pour l'élément body. Donc, le padding, il va être égal de 20 pixels, c'est-à-dire par rapport le top et par rapport le right, par rapport le left et par rapport le bottom, il y aura un espacement interne de 20 pixels au niveau de l'élément body. Maintenant, si je veux que les textes qui existent dans l'élément body, c'est-à-dire au niveau des éléments fils de l'élément body, je veux que la couleur de texte ait une couleur différente de celle par défaut. Donc, j'utilise ici j'utilise la propriété color, 2 points. Ici, je vais utiliser une couleur en hexadécimal, donc dièse 1A, B, C par exemple, et virgule. J'enregistre, je teste, et voilà. Donc, tous les textes en body ont changé de couleur. Et c'est la notion de cascade. La notion de cascade veut dire que les éléments fils doivent avoir le même style que leur élément père, sauf dans le cas si on attribue un style spécifique pour cet élément fils-là. Maintenant, on va faire la mise en forme de notre field set, c'est-à-dire le cadre qui entoure notre formulaire, celui-là. Donc, field set, on ouvre les deux accolades. Ici, je vais changer juste le border radius. Vous voyez ici, le border radius, il est comment? Je vais l'arrondir. Donc, pour faire ceci, il faut utiliser
la propriété border radius. Donc, border moins radius. 2 points, 8 pixels. Je vais aussi faire la mise en forme de legend. Donc, je vais changer juste la taille du texte de notre legend. Donc, pour changer le texte, le size, il faut utiliser font size. Il faut utiliser la balise font size. 2 points. Je vais utiliser une autre unité autre que pixel, donc 1.4 EM. Voilà. Je vais aussi ajouter une marge par rapport le bas pour la légende. Donc margin bottom. Donc par rapport le bas de la légende, je vais ajouter un espacement externe de 10 pixels. Voilà. J'enregistre ici, je rafraîchis et voilà. Il est temps maintenant de s'occuper de ces inputs type texte et numéro et email. Donc ici j'ai input type texte, input type number, input type mail. À part l'input type submit bien sûr. Ici je vais faire la mise en forme de ces types là, texte, number et email. Donc ici j'ai des attributs pour ces balises là. Donc je dois spécifier ça au niveau de mon style. Donc ici je veux faire la mise en forme des inputs qui ont le type texte. Donc texte doit être entre deux guillemets. Virgule. La même chose pour les inputs type number. La même chose pour l'input type email. On ouvre l'accolade, on ferme l'accolade et ici on va spécifier notre mise en forme pour ces éléments-là. Donc tout d'abord, je vais ajouter un border radius pour ces éléments-là. Donc border « 5 pixels par exemple. Donc 5 pixels. Je vais ajouter un padding, un espacement interne, c'est-à-dire 10 pixels pour l'espacement interne par rapport le top, le right, le left et le bottom. Donc je vais fixer la largeur de ces éléments-là à 60%, donc width, 2 points, 60%, en virgule. Je vais aussi utiliser un background color. Background color. Ça va être blanc. Il manque un F ici. Voilà. J'enregistre et je teste maintenant. Et voilà. Donc il y a un problème ici. Donc il faut ajouter une mise en forme pour l'input type number. Donc il faut vérifier. Oui, voilà. J'ai une faute de frappe ici. Il faut mettre number et non pas number. Donc j'enregistre et je teste. Maintenant, vous voyez que
les éléments sont trop proches l'une de l'autre, donc il vaut mieux ajouter un margin pour ces éléments-là. Donc, je vais ajouter margin. « 10 pixels. Voilà, j'enregistre. Voilà, comme ça, c'est beaucoup plus meilleur. Il reste maintenant le bouton. Je dois faire la mise en forme de mon bouton. Donc, ici, comme j'ai fait input type texte, je vais faire input type submit. Donc, ici, je vais tout d'abord positionner mon bouton. Je vais utiliser la propriété position. Donc, la position, je vais la fixer à relative. Point virgule. Par la suite, je vais ajouter un padding. Je vais le fixer à 20 pixels. Donc, je vais utiliser la propriété font size. Donc, la taille du texte qui va s'afficher dans ce bouton-là. Donc, je vais le fixer à, par exemple, de 18 pixels. Je vais aussi choisir un border. Donc, un pixel solide. Et ici, il faut donner une couleur pour cette bordure. Donc, je vais utiliser une valeur en hexadécimal. Point virgule. Je vais ajouter aussi un border radius. Donc, border. Je vais aussi utiliser la propriété margin. Donc, margin, 2 points, 10 pixels. On enregistre, on teste. Donc, comme vous voyez, il prend juste cette taille. Donc, pour l'agrandir, ce bouton-là, je vais lui donner un width est égal à 100%. Donc, ici, il faut ajouter un width de 100% à ce bouton-là. Donc, width, 2 points, 100%. Voilà. Si j'enlève le margin ici, donc il vaut mieux ajouter juste marge par rapport au top. Donc dans ce cas-là, on utilise margin top, 2 points, par exemple 8 pixels. Maintenant, il est temps de s'occuper de cette partie-là. Donc, ici, dans mon document
HTML, j'ai une balise nav qui contient une liste. Donc, normalement, au niveau de ces éléments-là, LI, il faut mettre des liens qui nous mènent vers d'autres pages. Donc, au lieu de mettre home directement comme ça, il faut créer un anchor. Donc, on peut créer un anchor à travers la balise A et on ajoute l'attribut href et ici, on met notre adresse. Ça pourrait être une adresse d'un site web ou d'un chemin relatif vers un autre fichier HTML ou PHP qui appartient à ce projet-là. Donc ici, je vais mettre une adresse d'un blog personnel. Donc, voilà. Ici, je mets mon texte et par la suite, je ferme la balise anchor. J'enregistre. Ici, la même chose. Donc, copier. Ici, coller. Sauf qu'il faut changer ça. Donc, ici, je vais mettre dièse. Donc, il s'agit d'un élément de test. Ici, je vais mettre news. Ici, de la même manière, je vais changer ça par dièse jusqu'à ce que je crée une autre page. Donc ici, contact, c'est-à-dire un formulaire de contact. J'enregistre. Voilà. J'obtiens maintenant des liens. Par exemple, si je clique sur Home, ça va me mener vers ce blog personnel-là. Donc, il faut maintenant faire la mise en forme de cette barre de navigation qui contient ces éléments-là, UL et LU. Donc, ici, au niveau de la partie Style, il faut s'occuper du style de la balise UL. Donc, on tape UL, on ouvre les deux accolades, ici. Dans UL, il faut tout d'abord enlever les puces. Il faut tout d'abord enlever ces puces-là. Donc, pour ce faire, il faut utiliser la propriété list style type. Et deux points, ici on met known. Point virgule. Il faut aussi ajouter un padding, c'est-à-dire un espacement interne. Donc, je vais le fixer à 20 pixels. Pour l'overflow, ici, je vais choisir hidden, overflow, deux points, hidden. Je vais aussi ajouter un margin et une couleur de background. Donc, la margin, ça va être égal à 10 pixels. Et la couleur de background maintenant, donc background color, deux points. Je donne une couleur en hexadécimal, dièse 333, point virgule. Par la suite, je dois m'occuper de LI maintenant. Donc, l'élément LI. Donc, LI, on ouvre l'accolade, on ferme l'accolade. Ici, les éléments LI doivent être alignés, c'est-à-dire, ils doivent être au niveau de la même ligne. Donc, pour faire ceci, il faut changer le display à une line. Donc, display, deux points, inline. Point virgule, j'enregistre, on teste. Voilà, donc j'obtiens maintenant une barre horizontale qui contient trois liens qui s'affichent
horizontalement. Donc, il reste encore du travail à faire. Je vais ajouter un padding au niveau de ces éléments. Là, un padding de 10 pixels, point virgule. Maintenant, je vais m'occuper de ces éléments-là, les inchures. Donc, les inchures, elles sont mises au niveau de l'élément LI. Et cette mise en forme que je vais appliquer maintenant pour ces inchures doit concerner juste les inchures qui existent dans les LI. C'est-à-dire, si par exemple, j'ajouterai par la suite un élément inchure ici, il ne va pas prendre la même mise en forme que j'allais créer maintenant. Donc, pour faire ceci, il faut mettre LI espace A. Cela veut dire que je veux faire cette mise en forme juste pour les éléments, ou les balises A qui existent dans LI. Donc, j'ouvre ça, je fais ça. Donc, tout d'abord, je change la couleur du texte, donc color de point white. Je vais ajouter aussi un padding pour ces éléments-là. Donc, 20 pixels. Je vais ajouter aussi un margin 5 pixels. J'enregistre et je teste. Je vais augmenter la marge, donc margin 20 pixels. Je vais aussi ajouter une marge ici. Donc, on s'arrête ici. Donc, il faut passer maintenant à la partie PHP. Donc, nous avons dit dès le départ que pour pouvoir créer un site web dynamique, il faut avoir un serveur web Apache et il faut avoir un SGBD MySQL. Donc, ces deux éléments-là existent sous le logiciel Example. Donc ici, l'Apache est bien démarré, MySQL aussi est bien démarré. Donc ici, je vais créer une base, donc je clique sur Admin ici. Ça va me mener vers le PHP MyAdmin, où je peux créer des tables et des bases. Donc, je vais créer une nouvelle base de données. Je vais la nommer projet, par exemple. Créer. Donc, au niveau de la base de projet, je vais créer une table user, par exemple, qui contient 5 colonnes, ou plutôt 6 colonnes. Donc, 6 colonnes. J'exécute. La première colonne, c'est la clé primaire, c'est un ID. Et les clés primaires exécutées, il doit être aussi auto-increment, donc je coche AI. Nous devons avoir aussi un nom, donc il est de type varchar.
Donc de longueur 30. Pour le prénom, la même chose. Il doit être de type varchar 30 aussi. Un numéro de téléphone. Je vais le choisir en tant que varchar de longueur 20. Mail. Ça va être un varchar de longueur 100. Et finalement, le sexe, ça va être un varchar de longueur 10. Voilà. Donc, je clique sur enregistrer. Je possède maintenant une table au niveau d'une nouvelle base. Maintenant, au niveau de notre dossier projet, nous devons créer un fichier qui porte l'extension PHP et qui assure la connexion à notre base. Donc, je vais faire clic droit ici, nouveau, document texte, je vais l'appeler par exemple CNX et je dois changer l'extension par PHP maintenant et non pas HTML. PHP. J'enregistre, oui. On ouvre ce document-là. Donc, ici, je vais saisir un code PHP natif. Donc, il faut ouvrir une balise de la forme suivante. Point d'interrogation PHP. Il faut la fermer. À la fin, point d'interrogation en fait. Donc, maintenant, on est prêt à créer notre code PHP. Donc, ici, comme j'ai dit, je dois assurer la connexion à ma base qui s'appelle projet. Donc, j'utilise exemple. J'utilise aussi l'utilisateur par défaut créé lors de l'installation de exemple, qui est l'utilisateur root, et qui ne possède pas de mot de passe. Donc, ma base de données s'appelle projet. L'utilisateur qui possède cette base de données s'appelle root, qui est l'utilisateur par défaut dans MySQL. Et son mot de passe, elle est vide. Donc, je vais créer maintenant des variables dans lesquelles je vais mettre ces paramètres de connexion. Donc, par exemple, $user. Donc, l'utilisateur ici s'appelle root, point virgule. Donc, PHP, c'est un langage dynamique. C'est un langage faiblement typé. Ici, on n'est pas obligé à définir le type des variables lors de leur création. Donc, on crée les variables en utilisant $. Donc, ici, j'ai créé une variable $user dans laquelle j'ai mis une chaîne de caractères root qui représente le nom de l'utilisateur par défaut dans la base de données MySQL. Donc, $mdp égale, donc c'est une chaîne vide. Par la suite, je vais créer une variable dans laquelle je vais mettre le nom de la base. Le nom de ma base de données, c'est projet, point virgule. Il reste une seule chose, c'est le serveur. Donc, $server. Donc, le serveur qu'on utilise ici, c'est localhost. Comme vous pouvez voir ici dans phpMyAdmin, on travaille avec localhost. Le serveur ici, c'est égal localhost. Voilà, point virgule. Pour pouvoir assurer la connexion avec la base, il faut utiliser la fonction PHP MySQLi connect. Donc, je vais mettre le résultat de cette fonction-là, MySQLi connect, dans une variable. Donc, $, par exemple, je vais l'appeler link est égal MySQLi connect. Bon, il y a une faute de frappe ici. Donc, MySQL
bas, connect, voilà. Il va prendre 4 paramètres. Le premier paramètre, c'est le serveur. Donc le nom de mon serveur existe dans la balise $serveur. Donc je vais mettre $serveur, virgule. Le deuxième paramètre, c'est le username. Le username, je l'ai mis dans la variable $user. Donc $user, virgule. Le troisième paramètre, c'est le mot de passe. Nous l'avons mis dans la variable MDP, donc MDP, virgule. Finalement, il faut fournir le nom de la base de données. Notre nom de base de données existe dans la variable $db. Donc, $db. Donc, les deux autres paramètres sont facultatifs. Je ferme. Non. On termine l'instruction par point virgule. Maintenant, il vaut mieux faire un test. If $link. Alors, dans ce cas-là, je vais afficher juste un message. Je vais juste afficher un message echo connexion établie. Dans le cas contraire, il faut afficher un message d'erreur. Donc, MySQLi connect error, on appelle la fonction MySQLi connect error pour savoir la nature de cette erreur-là. Donc, je vais tester ce fichier de connexion. Donc, je tape localhost / mon dossier qui contient ce fichier-là s'appelle projet sous htdocs, donc localhost / projet. Donc, il affiche directement index.php. Il affiche directement index.php. Donc ici, je dois spécifier le fichier cnx.php. Voilà, il y a une erreur ici. Parse error, syntax error, unexpected, parenthèse, expecting, virgule, or, point virgule, à la ligne 14. Donc, on ouvre. Ici, voilà, oui, il y a une faute de frappe, donc, connexion établie. Je ferme. Et je réfléchis, voilà, il m'affiche connexion établie maintenant. Donc, la connexion a été effectuée avec succès. Donc, je dois mettre ça en commentaire maintenant. Et on va passer à un autre code PHP qui assure l'insertion des données. Donc, ici, je vais créer un nouveau fichier. Je vais l'appeler insert. Il doit prendre l'extension .php. Voilà. On va l'ouvrir avec l'éditeur. Donc, c'est un fichier PHP. Il faut ouvrir la balise PHP. Il faut la fermer à la fin. Donc, la première chose à faire, c'est d'inclure ce fichier de connexion dans insert. Donc, normalement, dans un projet PHP, on aura plusieurs fichiers. Et ces fichiers-là
nécessite une connexion avec la base. Donc, on ne va pas à chaque fois répéter tout ce code-là. Il vaut mieux mettre ce code-là dans un fichier, comme nous avons fait maintenant, cnx.php. Par la suite, il faut l'inclure dans ces codes-là en utilisant la fonction include en minuscule. Donc, include. Ici, le nom de fichier, c'est cnx.php. C'est bon, nous avons inclus le fichier cnx.php au niveau de ce fichier-là. Maintenant, ce fichier-là va recevoir ce que l'utilisateur va saisir dans les zones de texte. Donc, il va recevoir ce que l'utilisateur va saisir dans ces inputs type-là. Je vais juste diminuer la marge ici, la margine, oui. Maintenant, au niveau de la balise form. Il faut ajouter un attribut action. Cet attribut-là doit avoir le nom de fichier PHP qui va insérer, voilà, qui va envoyer les données à notre table de base de données. Donc, ce fichier-là existe dans le même dossier que le fichier index.html. Il s'appelle insert.php. Donc, je vais y mettre insert.php. L'envoi de données en PHP s'effectue soit avec get, soit avec post. Donc, ici, il faut ajouter method, par exemple, est égal. Je vais tester avec get. Normalement, post, c'est plus sécurisé. On enregistre. Maintenant, il faut ajouter un nom à chaque input. Donc, input type texte, name est égal nom. Ici, input type texte, name est égal par exemple prénom. Input type number, ici c'est le numéro de téléphone, donc name est égal phone par exemple. Ici, email, name est égal mail. Ici, le sexe, donc déjà possède un name. Finalement, l'input type submit, ça ne nécessite pas de nom. On enregistre. Donc on va envoyer nom, prénom, phone, mail et gender. Donc ici, il faut s'assurer que tous ces éléments-là ou toutes ces valeurs-là ont été envoyés à ce fichier-là. Ici, nous avons utilisé get comme méthode. Et donc, au niveau de notre fichier insert.php, il faut vérifier que toutes ces valeurs ont été envoyées à ce fichier-là. Donc, ici, on va utiliser la fonction iset. Iset, elle va vérifier si le paramètre fourni retourne, il est plein ou vide. Donc, if is set, je vais vérifier ici les valeurs reçues à travers get sont pleines ou vides. Donc, if is7 $-bas get entre deux crochets ici. Il faut mettre le nom de l'élément. Donc ici, name, nom.
on va vérifier ici. Le nom a été envoyé correctement à ce fichier-là. Donc, if i7$-get de nom. La même chose pour le prénom. Donc, j'ai un autre élément dans le formulaire qui porte le nom de prénom. Donc, la même chose. Donc, ici, a doublé commercial, i7$-get de prénom. CTRL V, donc ici, phone, il reste mail et gender. Donc, mail, donc en cas où toutes ces valeurs envoyées avec la méthode get ont été reçues avec succès, dans ce cas-là, il faut les mettre dans des variables. Donc, $nom est égal $get de nom. Donc, la même chose, je vais créer une autre variable, $prénom est égal $get de prénom. Point virgule, $phone est égal $get de phone. De la même manière, je vais créer une variable pour le mail. Donc, $mail est égal $6 est égal $get de gender. Point virgule. Maintenant, il est temps d'exécuter la requête. Il est temps d'exécuter la requête SQL qui permet d'insérer un utilisateur au niveau de notre base de données qui contient la table user. Donc, pour pouvoir exécuter une requête pour insérer des données dans une table qui existe dans MySQL, il faut utiliser la fonction MySQLi-query. Donc, ici, je vais créer une variable dans laquelle je vais mettre le retour du résultat de la fonction MySQLi-query. Donc, MySQLi-query. Voilà. Donc, MySQLi-query prend deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la variable de connexion qui existe dans cnx.php. Nous l'avons appelé $link. Donc, je vais ouvrir le fichier une autre fois. Donc, pour vous montrer c'est quoi $link, voilà, c'est celle-là dans laquelle nous avons mis le résultat de MySQLi Connect. Donc, ici, il faut mettre $link, virgule. Le deuxième paramètre, c'est une chaîne de caractères qui représente la requête SQL de l'insertion. C'est insert into. Donc, la table que nous avons créée s'appelle user. Donc, ici, les colonnes concernées sont nom, prénom. Donc, il faut vérifier les noms. Donc, nom, prénom, tel, mail, sexe. Donc, nom, prénom, tel, mail et sexe. Values. Donc, la valeur reçue est mise dans cette variable-là pour le nom. Donc, ici, je dois mettre entre
de cote, dollar, non, virgule, la même chose. Maintenant, il est temps d'ajouter le prénom. Donc, le prénom est mis dans la variable dollar prénom. Donc, entre deux cotes, dollar, prénom, virgule, dollar phone, virgule, dollar mail, virgule, finalement, dollar sexe. Maintenant, il faut tester si l'ajout a été effectué avec succès ou non. Donc, on utilise if $rec. Alors, dans ce cas-là, je vais afficher un message echo insertion effectuée. Else echo erreur d'insertion. Point virgule. On va tester ça. Donc, localhost, ici projet, donc directement il va ouvrir l'index.php, voilà, il ouvre index.php. Je vais saisir un nom. Il faut ajouter un numéro de téléphone. Il faut ajouter un email. Donc, sexe homme. Et on clique sur valider pour voir si ça fonctionne correctement ou non. Ici, il m'affiche erreur d'insertion. Donc, il y a quelque chose qui cloche au niveau du code. Et peut-être au niveau de la requête. Voilà. Ici, il manque la fermeture de values dans cette requête-là. Voilà. J'ai oublié de fermer la parenthèse. J'enregistre. Je teste à nouveau. Donc, je vais cliquer maintenant sur valider. Voilà, il m'affiche insertion effectuée. Je vais vérifier ça au niveau de ma base. Donc, ici, la table user. Si je clique maintenant sur parcourir, normalement, je dois avoir, voilà, cet utilisateur a été inséré avec succès au niveau de la base de données.